Salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouveau CQFR, ce qu'il fallait retenir de la nuit en NBA. Deux matchs au programme encore cette nuit. Les Warriors qui ont battu les Lakers 121-106 et qui restent en vie. Ça fait 3-2 pour Los Angeles. Et même score entre New York et Miami, vu que les Knicks ont gagné à domicile 112-103 contre le Heat et sont donc maintenant eux aussi menés 3-2. Et pour en parler, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai. Salut Antoine. Toujours en place, tu es toujours là, on est Absolument. toujours là. On commence à être un peu, pour faire une référence de vieux, dans un état proche de l'Ohio, alors que les Cavs sont plus qualifiés, mais voilà, ça commence à être un peu dur, mais on est là. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Je suis sûr que les vieux connaîtront, t'inquiète. Les vieux fans de la variété française. Ça me rassure que je ne sois pas encore à ce stade, du coup. T'es trop jeune. Je ne connaissais pas mes très propres. Ok, je ferai mes recherches après le CQFR, du coup. Écoute, Shai, allez, quelle performance tu retiens en premier cette nuit, collective ou individuelle? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, bon, allez, on va dire, je vais être positif avec mes Knicks. Je vais dire que je m'attendais pas à ce qu'ils enfin, je m'attendais presque à ce que mentalement ils aient un peu lâché avec les derniers matchs et que je trouvais que Miami avait pris un ascendant psychologique qui me semblait leur permettre de pouvoir boucler dès cette nuit au Garden. Et j'ai bien aimé cette espèce de réaction d'orgueil, quelques ajustements tactiques, on avait moins vu de choses à 3 points, au rebond ces derniers temps du côté des Knicks. Donc, je pense que c'est ce que je vais retenir collectivement, c'est que les Knicks ne sont pas encore morts, alors que je m'attendais à ce qu'ils le soient cette nuit, même si peut-être que voilà, toujours le match la série la plus suivie et intéressante pour les gens, c'est probablement Warriors-Lakers, mais pour le coup, j'aurais été un peu surpris, pour pas dire choqué, que les Lakers prennent ce match-là à San Francisco. Non, mais on peut ouvrir sur les Knicks, hein. Alors, il y a eu effectivement une vraie réaction d'orgueil et puis quand même eu une performance assez dingue de Jalen Brunson qui, je pense à lui tout seul, a maintenu presque sous assistance. C'est pas le seul à avoir brillé, hein, mais Ouais. il met 38 points, il a joué 48 minutes, il n'est pas sorti une seconde. J'aime bien parce que avant le match, enfin après le game 4, il avait dit de toute façon, ma mentalité, c'est on va tout donner, voilà, c'est assez bateau comme déclaration, mais la suite, les actes qui se joignent à la parole avec le mec qui sort pas une seconde et qui fait et qui porte littéralement son équipe. New York n'avait pas très bien commencé d'ailleurs, il y avait 10 points de retard à l'issue du premier quart-temps. Ouais, j'étais moins confiant, j'avoue que là je parle d'une belle réaction d'orgueil et tout ça, mais après le premier quart-temps, je commençais à me dire que ce que j'envisageais pour ce match-là allait se confirmer, mais c'est surtout après qu'ils ont vraiment bien réagi. Et pour revenir sur le côté Brunson qui joue 48 minutes, Quentin Grimes a aussi joué 48 minutes. 48 minutes. Mais ce qui est drôle, c'est que ces derniers jours, on se disait c'est peut-être le moment où Tibbs va peut-être relancer un mec ou deux, Derrick Rose, Evan Fournier. Bon, Evan Fournier était malade, donc forfait avant le match, mais la réponse de Thibodeau aux gens qui l'incitent à changer, 48 minutes. C'est 48 minutes pour deux gars et point barre. Et il va sans doute faire, et il a déjà annoncé qu'il ferait sans doute pareil dans le game 6 en fait. Que son bas court, il va le faire jouer tout le match. C'est vraiment du Thibodeau pur et dur, quoi. Alors là, sur ce match-là, c'était peut-être que c'était nécessaire. Hein. C'est les deux des trois joueurs qui, selon moi, ont été les plus importants parce que Grimes défensivement a été excellent. Enfin, c'est avec ces performances-là qu'on comprend pourquoi Thibodeau a fait des pieds et des mains auprès de Leon Rose pour qu'il soit pas du tout tradé quand il y a eu les tractations autour de Mitchell ou d'autres trades. Grimes, c'est un joueur Thibodeau compatible par excellence. Ah ben... Voilà. Et là, sur un match comme ça, statistiquement, ça se voit pas, hein, honnêtement. Tu te dis pas, il a fait un super match ou quoi, mais il a bien tenu face à Butler, ce qui est presque un miracle dans ses playoffs. C'est la première fois que Butler descend sous les 25 points. Il en met que 19. Et même sans... Bon, Butler, parfois, n'a pas besoin de mettre 40 points pour être ultra impactant sur un match. Là, c'est quand le hit commence à revenir. Donc, à un moment, ils étaient à 6 points. Il restait une 30, une 40. Il faudrait que je me souvienne. Même à 2, ils sont revenus à 2. Ils reviennent à 103, 101. Ouais. Alors qu'ils avaient 21 points de retard. Ils reviennent à 2 points, à 2. Mais, mais l'action de Grimes, je crois qu'elle a lieu à 1,40 de la fin, alors qu'ils avaient 6 points de retard, le hit. Et Butler, il va chourer la balle dans les mains de Butler après une superbe séquence défensive. Et il se fait un peu mal sur l'action, je crois. En se blessant, j'allais dire. En se blessant. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est des actions importantes qui passent un peu à la trappe quand tu regardes la big picture du match. Mais ouais, Grimes bien et Jalen Brunson, fidèle à lui-même cette saison, en fait. C'est lui qui a pris le leadership de l'équipe technique et
et au niveau vocal, tout ça, c'est lui qui donne le ton. Et là, 38 points en étant adroit, en donnant des passes aussi, c'est pas toujours le cas. Il y a des matchs où il était moins un passeur. Non, enfin oui, si, là, il fait 7 Oui, passes, 7 7 passes, passes je cette crois. nuit, ouais. Et 9 rebonds. Ouais, 7 passes cette nuit. Et le troisième, pour finir sur les hommes forts d'Enix, ouais, je trouve que Mitchell Robinson était un petit peu en difficulté sur la série, alors qu'il avait vraiment surdominé la série contre les Cavs. Là, sur ce match-là, donc les Knicks ont encore été au-dessus au rebond. C'est pas la première fois de la série, hein. Ils en prennent 50 contre 34 pour le hit. Mais là, ça s'est vraiment vu. Et Robinson qui en prend 11, dont 5 offensifs. Voilà, je trouve que c'est important. Quand il est comme ça, les Knicks sont une toute autre équipe, en fait. Et c'est la première fois depuis le game 1, j'ai checké ça pour le coup pendant le match, ça m'intriguait. C'est la première fois, j'ai checké ce matin, c'est la première fois depuis le game 1 qu'il prend plus de 10 rebonds. Ouais, Tous les autres matchs, il était sous les 10 rebonds. On peut ajouter, il y a Barrett, il a mis 26 points, Randle en a mis 24. Mais tu vois, justement, en fait, donc tu as un match où les Knicks ils dominent au rebond, où Bronson il fait une grosse perf, où Randle et Barrett sont au rendez-vous, où les Knicks ils mettent les 3 points, où Miami rate 23 de ses 20, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça la stat, 23 de ses 25 premiers 3 points. Et malgré ça, ils reviennent quand même à 2 points le hit. Oui, bah avec un Butler pas très bon, et ils reviennent à 103-101 à 2 minutes 30 de la fin. C'est toujours ça avec le hit, hein, même en saison régulière, tous ces matchs qui se jouent à 3-4 points, où tu as l'impression qu'ils sont pas bien, mais ils arrivent à être là, quoi. Donc je pense pas que ce match veuille dire grand chose pour Miami. J'ai pas l'impression que les Knicks sont totalement relancés, que la série a basculé, mais parce que là encore Miami n'a pas lâché le match, était pas loin du compte. Mais bon, voilà, au moins dans tous les cas l'honneur sera sauf pour New York. Je pense qu'ils n'ont pas été ridicules alors que ça s'était pas très bien parti là avec le 3-1. Je pense qu'ils étaient quand même passés à côté de la plupart des matchs. Et au moins cette performance permet à minima de sauver l'honneur et d'entretenir un peu le suspense. Ouais, voilà, ils se donnent le droit de rêver. Il y a une série, par contre, je vais basculer sur l'autre série. Je ne dis pas que tout a changé. En fait, il y a un truc que je trouve trop bizarre avec Golden State. Donc, les Warriors ont gagné 121-106. J'ai l'impression que, en fait, quand tu regardes Golden State pendant le match, tu vois, il y a des moments où je me dis, mais en fait, c'est sûr qu'ils vont gagner cette série, tu vois. Il y a des moments, tu sais pas comment interpréter les Warriors. L'équipe, j'ai l'impression qu'elle change. Je parle pas de sa physionomie. Bien sûr, il y a des ajustements, le 5 qui change, mais je trouve vraiment dans son état d'esprit, elle est capable de changer d'un match sur l'autre. Et souvent, c'est soit à l'extérieur, soit à domicile. C'est vraiment un mystère pour moi. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression de ne pas avoir vu les mêmes Warriors. Cette nuit, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas les mêmes Warriors. Ça a été le cas pendant la saison, ça a été le cas un peu au premier tour aussi, mais bon, c'était une série différente, hein, dans la physionomie, justement. Sacramento, c'est pas la même équipe, mais on avait vu déjà plusieurs visages des Warriors. Là, c'est encore le cas. Bon, là, à domicile, sur un match où il fallait absolument gagner, franchement, j'avais pas trop de doutes, en sachant que les Lakers, même dans les déclats, les Lakers me semblaient pas farouchement décidés à aller chercher la gagne là-bas. Je pense qu'ils sont assez sereins sur leur capacité, tant qu'ils toujours la même chose, hein, tant qu'ils n'ont pas de blessés ou de pépins. Je pense qu'ils se savent capables de les battre à domicile. Pour l'instant, Los Angeles n'a perdu aucun match à domicile. Ils sont à 5, non, mais t'as raison. 6-0 même, je crois. 6-0. Voilà. Ils étaient à 5 et ça doit être 6-0 maintenant, ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, c'est ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'avais un peu ce sentiment-là au tour précédent aussi. Ils allaient pas. Ils sont toujours dans une espèce de gestion, de leurs ressources, de leurs forces, quoi. C'est à l'image de LeBron, même d'Anthony Davis. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont sûrs de leurs forces et conscients de ce qu'ils sont capables de faire contre ces Warriors-là, en tout cas. Donc là, le match, il était un peu à sens unique. Je dis pas que les Lakers n'ont pas été bons, hein. C'était évidemment moins fort que sur les matchs précédents qu'ils ont gagnés. Mais ouais, je suis toujours. J'ai pas changé d'avis, hein, quand on en avait parlé après le match précédent. Je pense toujours que les Warriors peuvent le faire, notamment quand tout clique comme cette nuit, où Curry n'a pas eu besoin de faire un match à 50 points. Ça, c'est très important. Ouais. Parce que derrière, il restait au moins un match à jouer. Donc là, s'il lâche tout maintenant, c'est compliqué. Mais ils ont été. Wiggins a été bien. Je regarde les stats parce que je les ai regardés. 25 points, 7 rebonds, 5 passes pour Wiggins. C'est ce que tu demandes depuis le début de la série, c'est que Wiggins soit le numéro 2. C'est ça, je trouve qu'en fait, Kerr a fait des bons ajustements. Déjà, il a fini avec le même 5 que celui qu'il a mis au tout début. Et ça, pour moi, c'est important. Je trouve que dans le dernier match, peut-être c'est celui juste avant, je ne sais plus, celui où Moody joue en fin de match. J'aime bien Moody, je le trouve intéressant.
Mais Payton 2 avait fait un bon début de match, donc je pense que c'est le dernier. Ouais. Je trouve ça plus intéressant de finir avec Payton 2 que de finir avec Moody. Là, c'est ce qu'il a fait. Je trouve Payton 2 dans l'énergie, il apporte tellement de choses. Il fait encore un très bon match, 13 points, 6 rebonds, 4 sur 5. Ce mec est tellement propre à chaque fois. C'est ça. Il défend, il joue comme un... On en avait déjà parlé, mais voilà, c'est un petit qui joue comme un grand, comme Bruce Brown. Tu vois, c'est des mecs comme ça, ils vont prendre des rebonds offensifs. Ou même sans forcément le prendre, ils vont aller au rebond offensif, en fait. Et juste ça, tu mets de la pression sur la défense qui sait qu'elle doit box out, qu'elle doit s'arracher au rebond, parce que sinon il vient, il met une petite claquette, tu vois, il fait les efforts constants, il va mettre les tirs qu'il prend. Donc lui, je pense qu'il faut absolument qu'il finisse les matchs. Et j'ai l'impression que Kerr a juste... C'est ça qui me donne l'impression que, ok, Golden State peut renverser cette série, même si la capacité qu'elle a à montrer deux visages différents m'inquiète pour... C'est vraiment ses ambitions de titre. C'était plutôt ça d'ailleurs que je mettais en avant dans le CQFR plus que sur cette série, dans le dernier CQFR. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a trouvé son 5. Et ouais, l'autre ajustement, pardon, je finis juste là-dessus. On le disait, l'équipe, elle tourne beaucoup autour de Curry offensivement. Là, il y a eu beaucoup de possessions pour Andrew Wiggins qui a profité de son avantage de taille, en fait. C'est le seul qui a un avantage de taille à Golden State. Tous les autres, ils se font manger par la taille et le physique des Lakers. Ouais, et puis il a été plus agressif même. Il était sur les rebonds et il met une claquette aussi en deuxième mi-temps là, qui est impressionnante. Enfin, qui me fait dire il commence à se rapprocher de son meilleur niveau physique. Et ça reste un joueur qui quand même, pour lequel les qualités athlétiques sont importantes. Il n'a pas que ça, hein, mais quand il est bien physiquement, c'est tout autre chose. Et quand il est capable de shooter à 10 sur 18, 25 points, 7 rebonds, 5 passes, il est dans tous les compartiments du jeu tout en restant un très très bon défenseur. Parce qu'au final, les Warriors ont aussi été très bons en défense, ce qui a été rarement le cas depuis toute cette saison, en fait, hein, paradoxalement. Et autre facteur important, Draymond Green, impliqué en attaque et même à la finition, ça n'arrive pas tout le temps. 20 points, 10 rebonds, 4 passes, ça change aussi. Je pense qu'il fait ses meilleurs playoffs depuis 2016, Draymond Green. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu aussi bon en playoff, en tout cas offensivement, c'était l'année où il perd le titre. Offensivement, en tout cas, ouais. Après, il a une espèce de confiance là sur son tir. Oui, pardon, vas-y. Non, mais parce qu'en défense, on en avait parlé, je ne sais plus dans laquelle de nos émissions, mais où j'attendais de voir ce qu'il donnerait contre LeBron, parce que tu sais, sur le côté, on est potes, est-ce que je vais avoir le même degré d'agressivité et d'intensité? Je l'ai pas encore, je retrouve pas encore le Draymond un peu pourriture, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, un peu méchant et mauvais qu'on a vu contre Sacramento. Et qui est souvent important quand même pour Golden State quand il arrive à rentrer dans la tête des adversaires, il est important. Là, il est super en attaque, dans la création, tout ça. En défense, il est bien, mais j'attends encore qu'il franchisse un cap et je pense qu'il va falloir sortir le méchant Draymond pour le prochain match s'ils veulent rester en vie, à mon avis. En tout cas, dans l'énergie, je l'ai trouvé vraiment important. Et même l'ensemble des Warriors, en fait, ils ont été concernés. Ils ont mis beaucoup de rythme. L'équipe a essayé de jouer. Ça, pareil, c'était un autre ajustement de Steve Kerr. L'équipe a joué beaucoup plus vite et beaucoup plus vers le cercle aussi, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup plus d'agression et de paniers dans la peinture. L'idée, sans doute, c'était de se dire, si on joue vite, on va fatiguer LeBron et Anthony Davis. Les Lakers ont même été obligés de jouer small ball après la sortie d'Anthony Davis, mais ils ne peuvent pas le faire aussi bien que les Warriors, parce que du coup, ok, les Lakers sont capables de mettre des paniers. Hein. Austin Reeves et D'Angelo Russell, sur la fin, ils mettent des 3 points ou des paniers pour essayer de revenir. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas les stops qui vont avec. C'est-à-dire qu'en small ball, ils ne sont pas capables de faire les mêmes stops que peuvent faire les Warriors quand ils ont Gary Payton, Wiggins et Draymond Green sur le terrain, 3 ensemble, et Klay Thompson aussi. Klay Thompson aussi n'a pas été mauvais en défense. Il ne met pas ses tirs, mais il était impliqué en défense. Donc en fait, tu as 4 bons défenseurs, un défenseur all-time sur les 4 en la personne de Green, le fils d'un défenseur all-time en la personne de Payton, et tu as Curry qui n'est pas non plus trop mauvais en défense. Je trouve ce 5 vraiment intéressant d'ailleurs pour Golden State. Mais voilà, l'idée de mettre du rythme, d'attaquer le cercle, tout ça, c'est des choses qui ont payé pour les Warriors. Même si je ne sais pas si on a, comme toi, je pense qu'on a vu des Lakers un peu dans l'économie. Je pense que LeBron, il est quand même expérimenté. Ouais. Il sentait qu'il y aurait une grosse équipe des Warriors en face. Faudra voir si c'était un bon calcul, parce que c'est si pareil. C'était un calcul déjà. Voilà, si c'était un calcul. Mais tu sais, les Kings, on avait dit qu'ils auraient dû prendre le match 3 pour mener 3-0. C'était à leur portée avec les absents qu'il y avait et tout. Et quand les équipes de champions, quand tu leur laisses la moindre opportunité, tu t'exposes à à une remontée, à toutes ces choses-là. Et là, en plus, alors, on va en parler un petit peu, même si on espère que c'est totalement anecdotique, mais
Anthony Davis est quand même sorti sur blessure Ouais. à 7 minutes, un peu plus de 7 minutes de la fin, il y a un coup de coude involontaire de Kevon Looney. C'est pas un joueur sale, Looney, mais donc il prend un coup de coude au niveau du visage et derrière, totalement sonné, il sort du terrain, il ne rentre plus et Chaise roulante. il quitte. Voilà. J'avoue que quand j'ai commencé à voir, donc c'est en direct, ils ont annoncé apparemment Anthony Davis a quitté le truc en chaise roulante. J'avais le même je sais pas si tu regardes The Office, si tu as regardé The Office, mais le même où Michael Scott il fait No, please, God, no, please. No, God! No, God, please, no! 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 Genre, non, c'est pas possible, il peut pas se passer ça maintenant, tu vois, alors qu'on est bien. Et j'imaginais les Lakers, les fans des Lakers avec des sueurs froides. Alors, a priori, c'est pas. Enfin, il est parti de la salle à pied tout seul. Il a juste demandé au photographe. Non, voilà, pas de commotion. Est-ce qu'il le dirait si on avait une? Je pense que. Je pense qu'ils vont dire à la NBA non, nos médecins ont checké, tout va bien, pas de problème. On peut le checker nous aussi. Non, tout va bien, tout va bien. Il a juste demandé, en quittant la salle, il a juste demandé au photographe de pas lui mettre le flash dans la tête pour éviter sans doute la migraine qu'il doit ressentir. Alors, j'imagine que c'est ça. On ne sait jamais trop avec lui. Ouais. Kevon Looney, c'est quand même. Il y a du gabarit, quoi. Mais bon. Mais oui, en tout cas, c'est l'histoire de commotion. On en rigole. Enfin, on en rigole. On n'en rigole pas non plus. C'est pas drôle, mais c'est important parce que s'il y a risque de commotion, il y a protocole commotion. Et protocole commotion, c'est pas de Game 6. Et par contre, les Lakers sans Anthony Davis, même si c'est une équipe qui a des ressources, je pense que c'est compliqué parce qu'Anthony Davis, c'est vraiment le joueur qui peut, pour le coup, leur fait vraiment beaucoup de bien déjà de manière générale, mais contre les Warriors, avec tout ce qu'il apporte. Mais bon, cette série, au final, de toute façon, on avait déjà tout le monde était d'accord là-dessus, sur le fait que ça continuerait d'être disputé, quoi. On a deux équipes qui se rendent les coups et il y a un niveau de jeu intéressant, quoi. C'est une série vraiment sympa à suivre. Les Warriors sont clairement pas morts. On s'en doutait. Ça aurait été un énorme choc. Je trouve que là, les Lakers s'imposent là à San Francisco. Ça aurait été un statement ça aurait été, pour Los Angeles. Voilà. Mais bon, tant mieux. Moi, je préfère que la série continue à ce qui est du suspense et qu'on voit justement ce qu'ils ont dans les tripes, ces Warriors-là, ou s'ils ont encore justement assez dans les tripes pour renverser. C'est un challenge nouveau pour eux. Je suis curieux de voir ce qui va se passer au Game 6. Ouais. Non, c'est clair. En plus, on prend du plaisir à regarder cette série, donc autant qu'elle continue. Juste sur LeBron James, j'en profite pour faire un petit lien avec l'actu. LeBron, pour la 19e saison de suite, a été nommé dans l'une des 3 All-NBA Teams. Je vais te les donner en espérant que je ne me trompe pas, je vais te les donner de tête. Donc la première, il y a Joel Embiid, MVP. Pour info, il y a quand même 4 fois dans l'histoire où le MVP n'a pas été nommé dans la first team. Et il y avait quand même ce suspense, parce que quand tu as 2 joueurs excellents au même poste, il y a toujours un peu ce débat. Donc, et d'ailleurs, on va y venir, cette histoire de poste, parce que du coup, la NBA veut absolument respecter des postes. Donc il y a Joel Embiid dans la première, qui est accompagné par Giannis et Tatum, avec Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Ça, c'est la première team. Ouais. Et du coup, on a Jokic, qui a fini 2e du MVP, qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. La plus productive, encore plus productive que ses 2 saisons MVP, qui est dans le 2e 5, avec Jimmy Butler, Jaylen Brown, c'est là où je vais avoir un trou, Stephen Curry. Et Donovan Mitchell. Et donc, dans le 3e 5, on a De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, LeBron James, comme je disais, Julius Randle et Damian Lillard. C'est ça. Et du coup, Jokic dans le 2e 5, bizarre, pas bizarre. Non, mais cette histoire de poste, comme tu disais, ça n'a pas trop de sens. Enfin, le mec 2e du classement du MVP et en plus, c'est un 2e, c'est pas un 2e loin, il aurait pu être 1er, il n'y avait pas de scandale. Et un joueur tellement dominant sur l'ensemble de la saison avec Denver qui finit en tête à l'Ouest, ça n'a pas de sens, je trouve. Au bout d'un moment, je comprends l'idée un peu conservatrice qu'il faut essayer de garder des postes, mais là, surtout maintenant, à cette ère du basket un peu sans position, je trouve que ça n'a pas trop de sens de mettre Jokic dans le 2e 5. Et surtout que je trouve ça très hypocrite. Parce qu'en fait, les 5 défensifs, ils ne prennent pas les postes. Les 5 de meilleurs rookies, ils ne prennent pas les postes. Il n'y a que pour le NBA Team qu'on prend des postes, sachant que le basket a évolué. Et en plus, il y a un truc très, très hypocrite, c'est que pour les guards et les forwards, c'est un peu comme ça arrange tout le monde. Genre, tu vois, par exemple, déjà, il n'y a pas une histoire de meneur et d'arrière. Dans le 3e 5, on a donc Lillard et Fox. Donc là, d'un coup, on ne veut plus jouer sur ça. Des pivots dominants, il n'y en a plus tant que ça. Donc si tu dois absolument trouver un pivot, bon là, pour le coup, il y a eu 3 bons pivots sur cette saison, mais bon,
des fois, tu peux te casser. Enfin, tu peux avoir, je sais pas, ton troisième pivot, ça va être en fait peut-être que le 25e meilleur joueur de la saison. Enfin, c'est ridicule. Et pour les forwards ou les guards, bah voilà, ça, comme ça t'arrange. D'un coup, il y en a un, soit c'est un 2, soit c'est un 3. Enfin bref, moi aussi, je trouve ça un peu ridicule. Autant prendre les 5 meilleurs joueurs et point. Le meilleur 5, c'est les 5 meilleurs joueurs de la saison. Le deuxième 5, c'est les 5 autres meilleurs joueurs. Et puis basta, quoi. Oui, mais surtout que ça peut tu peux te faire un 5 qui tient la route à peu près avec Embiid et Jokic. Voilà, c'est pas infaisable, quoi. Non, clairement. Puis au final, tes 5 meilleurs joueurs, ça sera toujours des mecs. Tu auras un 5 crédible. Les meilleurs joueurs aujourd'hui dans cette ligue, ils savent à peu près tout faire. Donc tu trouveras de toute façon un arrière qui sera mieux de qui peut remonter la balle. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de se casser la tête. Je sais plus pour les votes pour l'All-Star Game, il y a toujours cette histoire de poste. Je me souviens plus là. J'ai un truc. Ouais, okay. Si. Enfin, entre forwards et guards, il y a toujours l'histoire de poste. Okay. Bon, à un moment, il va falloir changer tout ça quand même. Quand même, vite fait pour finir, peut-être la grosse conséquence de ces All-NBA, c'est que Jaylen Brown, qui est dans le deuxième 5, du coup, il peut demander et donc obtenir un contrat super max à 295 millions de dollars sur 5 ans. Donc, si les Celtics avaient l'intention de... Bon, il va falloir voir quelles sont leurs intentions à son sujet, quelles sont ses intentions. Et Jason Tatum aussi peut demander et obtenir 318 millions sur 5 ans, hein, Tatum à l'été. Tatum, c'est l'an prochain, ouais. Donc, pour les Celtics sont fixés à voir comment ça va ça va peut-être aussi dépendre des playoffs, ça va dépendre de plein de choses, mais au moins là, ils vont être fixés. Il y a pas ça aurait été une inconnue bizarre. Brown pas dans pas dans un des meilleurs 5, ça aurait fait une intrigue un peu compliquée à gérer, je pense. Même si le montant du contrat est énorme, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour Boston. Il y a de plus en plus de rumeurs. Il y a eu déjà les histoires avec Kevin Durant. Là, tu as une occasion de sécuriser clairement ton joueur. Et puis en plus, s'il refuse cette extension, c'est que tu sais que le mec, il veut se barrer. Et là, je peux déjà très clairement te dire dès cet été, surtout s'il n'y a pas eu de titre, te dire, est-ce que c'est pas le moment qu'on change et tu le transfères à un an de la fin de son contrat? S'il refuse l'extension Supermax, pourquoi il en signerait une dans un an? C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose pour Boston. En tout cas, on retrouvera pour le coup Jokic et Embiid, on les retrouve ce soir. Il y a 2 matchs. Je n'ai pas sous les yeux. Il y a les 2 matchs ce soir. Il y a donc les Nuggets qui jouent les Suns. Il y a 3-2 pour Denver. C'est à Phoenix. Phoenix qui jouera sans Chris Paul, potentiellement sans Andre Ayton, qui est incertain. Pour une position aux cotes, mais apparemment, je me demande à quel point c'est pas un peu politique. Ou à quel point il a vraiment envie de jouer, mais bref. Donc, il y a les Nuggets qui jouent les Suns, avec donc Jokic, occasion de terminer, et les Sixers qui jouent les Celtics, donc les Sixers d'Embiid. Et là, pareil, Philly qui a l'occasion d'en terminer à domicile. Philly qui va en finale de conférence, ça serait un sacré, pas forcément une surprise, mais quand même, ça ferait quelque chose. Ça fait plus de 20 ans que c'est pas arrivé depuis 2001. Donc voilà, donc les deux premiers du MVP qui sont en action ce soir. Et nous, on se retrouve demain pour débriefer, comme d'habitude. Dès vendredi, on sera là pour le CQFR. Salut à tous. Ciao.